Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du tissu conjonctif. Donc il faut savoir que l'histologie, l'épreuve au concours elle est dans les détails, mais que pour comprendre il faut bien penser à prendre du recul. Donc pour ce faire, je vous donne une définition simple. Donc le tissu conjonctif c'est l'un des 4 types de tissus biologiques qui soutient, qui lie ou qui distingue différents types de tissus ou d'organes dans le corps. Il occupe l'espace et il a une origine mésoblastique. Donc il existe 2 grands types de tissus conjonctifs pour tout dans le corps humain, donc le tissu conjonctif lâche et le tissu conjonctif dense. Le tissu conjonctif lâche, il va former les séreuses et il enveloppe les organes, alors que le tissu conjonctif dense, lui, il va donner les cartilages et les os. Le tissu conjonctif, il va avoir plusieurs rôles, donc comme l'emballage des organes, c'est lui qui va permettre aux organes de rester en place dans le corps. Donc par exemple quand vous sautez, vous n'allez pas avoir votre estomac qui va remonter. Il a un rôle de soutien mécanique, donc avec les os notamment, et un rôle immunitaire car il permet le déplacement des cellules de l'immunité. Ensuite, le tissu conjonctif a également un rôle au niveau relationnel parce qu'il y a le passage des nerfs et c'est un rôle de réserve également parce que c'est ici qu'on retrouve la graisse. C'est dans ce tissu qu'on retrouve la graisse. Donc moi dans la vidéo j'ai choisi de m'intéresser à une seule partie du cours qui est la fibriogenèse. La fibriogenèse c'est une notion assez complexe avec de nombreux pièges et il y aura toujours une question dessus au concours. Il faut notamment faire gaffe aux pièges avec le vocabulaire. Donc qu'est-ce que la fibriogenèse? La fibriogenèse c'est la synthèse du collagène, donc, qui est une glycoprotéine majeure du tissu conjonctif. Et donc du coup il y a plusieurs types de cellules qui vont être responsables de cette synthèse de collagène. On a notamment les fibroblastes, on a les chondroblastes, on a les cellules endothéliales et on a les cellules musculaires lisses. Donc tout commence à l'intérieur de la cellule et notamment à l'intérieur du noyau avec les gènes du collagène qui sont au nombre de 20. Donc il faut bien faire attention, on n'a pas un gène qui va donner tous les types de collagène par épissage alternatif. Ça va être 20 gènes différents qui vont donner plusieurs types de collagène. Ensuite donc on a réplication du collagène dans le noyau, puis traduction dans le cytoplasme. Une fois que l'ARN est traduit dans le cytoplasme, la protéine obtenue est appelée protocollagène. Ça c'est très important. Donc le protocollagène fait 1500 acides aminés et c'est une seule chaîne. Ensuite, ce protocollagène brut va être modifié à l'intérieur du cytoplasme, donc il subit des modifications qu'on appelle post-traductionnelles. Donc il y en a 2 les plus importantes, c'est l'hydroxylation des lysines et des prolines. On rappelle que du coup le collagène est constitué à 10% d'hydroxyproline, donc il faut bien passer de proline à hydroxyproline. Ça se fait avec la lysine hydroxylase et la proline 4 hydroxylase qui utilisent comme cofacteur la vitamine C. C'est pour ça que sans apport de vitamine C, donc notamment ce qu'on retrouve dans le jus d'orange, donc on va avoir un défaut de synthèse de collagène et on a dit que le collagène c'était le constituant majoritaire du tissu conjonctif et que le tissu conjonctif était un tissu de soutien. Donc sans collagène on va avoir un défaut de structure et c'est comme ça que les marins perdaient leurs dents quand ils partaient longtemps en mer et qu'ils avaient moins de jus de fruits, etc. Donc, du coup ils avaient moins de vitamine C. C'est la maladie qu'on appelle le scorbut. La deuxième modification post-traductionnelle, c'est la glycosylation. Donc les hydroxylysines elles vont devenir glycosylées parce que on a dit que le collagène c'était une glycoprotéine. Comme c'est une glycoprotéine, il faut bien en donner procéder à une glycosylation. Cette glycosylation se fait par l'hydroxylysine transglycosidase et on va rajouter du coup du glucose et du fructose. Après les 2 modifications post-traductionnelles, le protocollagène va se diriger dans l'appareil de Golgi où les chaînes vont être assemblées 3 par 3. Ainsi, on va retrouver du procollagène. Le procollagène, c'est donc 3 chaînes de 1500 acides aminés qui ont été assemblées dans l'appareil de Golgi. Ensuite, on a le procollagène qui est transporté dans des vésicules de pinocytose pour aller jusqu'à la membrane. C'est à la membrane qui va être libéré en dehors de la cellule. Les peptides terminaux, donc c'est les 486 acides aminés qui sont aux extrémités du procollagène, vont permettre l'expulsion du collagène hors de la cellule. C'est ce qui permet au collagène d'être soluble. Ensuite, on va avoir l'action des télopeptidases. Donc les télopeptidases, ce sont des enzymes qui agissent en extracellulaire pour couper les
les peptides terminaux qu'on vient de voir juste avant. Donc les peptides terminaux, ils servent pour faire sortir la molécule de collagène de la cellule, et ensuite on va les éliminer avec les télopeptidases. Elles attendent donc le pro-collagène en dehors de la cellule pour le transformer en tropocollagène, c'est-à-dire en 3 chaînes alpha de 1014 acides aminés et donc plus 1500, et faisant 300 nanomètres de long pour 1,5 nanomètre de diamètre. Enfin, on va retrouver la réticulation par la lysyloxydase qui permet la réunion des molécules de tropocollagène les unes à côté des autres. Donc c'est ici qu'on va construire une structure solide qu'on appellera collagène. Pour ce faire, les molécules appelées desmines vont enlever la fonction amine terminale des lysines présente dans le collagène. C'est ce qu'on appelle une désélimination aminoterminale. Puis on va avoir une formation de pont grâce à ces molécules de desmine. Plus la réticulation est forte, plus le collagène sera solide, donc c'est le constituant le plus solide du tissu conjonctif.